Public Sénat, avec le soutien de Fleury Michon et du groupe Casino, présente Manger, c'est voter. Je vous retrouve là-bas en bas dans 3 secondes. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau Manger, c'est voter. Nous sommes dans le département de la Loire, à Saint-Étienne, au cœur du Forez. On dit Forez et pas Forez. Et nous allons faire la connaissance du sénateur socialiste Jean-Claude Tissot. Mais avant de rencontrer l'élu, je voulais que nous passions par cet endroit ici. Manufrance, manufacture française des armes des SIC, symbole historique de l'économie française, de l'économie locale. C'est un fleuron de l'industrie stéphanoise qui est là, aussi prestigieux qu'a pu l'être le stade Geoffroy-Guichard et puis l'équipe de foot des Verts. Manufrance a été victime de la globalisation, d'une mondialisation agressive, d'une redéfinition des normes industrielles. Mais l'énergie qui a prévalu à son existence et au combat pour sa survie existe toujours dans la ruralité, dans les campagnes de la Loire. Et avec un sénateur, nous allons parcourir ce département, rencontrer les différents acteurs, des éleveurs, des artisans, des salaisonniers. Le département de la Loire a une géographie complexe qui va des bords de Loire jusqu'à l'Auvergne, mais nous allons partager ensemble ces moments d'émotion dans ces très beaux paysages. Et maintenant, nous allons retrouver le sénateur Jean-Claude Tissot chez lui, à Saint-Marcel-des-Félines. Jean-Claude Tissot, Perico Légas. Bonjour, Très enchanté. heureux de faire votre connaissance. Moi aussi. Eh bien, soyez le bienvenu. C'est ravissant, le château médiéval, C'est vrai, c'est vrai, la campagne. c'est vrai. Et voilà la mairie, vous avez exercé pendant Presque 10 ans. presque 10 ans. 2008-2017, voilà. Bon, et maintenant le cumul des mandats vous oblige à abandonner. Voilà. Alors vous étiez agriculteur, Oui, donc vous avez été en tant que maire tout de suite confronté aux réalités de l'agriculture française. ouais, voilà. Je vois des moutons là-bas. Eh bien, ils sont à mes successeurs. D'accord. Parce que la ferme démarre ici. Et le corps de la ferme est derrière le mamelon. Alors, quelle mouche a pu vous piquer pour passer d'une vie d'agriculteur avec un bel élevage de moutons à la vie politique? Vous avez quand même délogé une personnalité politique nationale qui est Pascal Clément, qui a C'est été vrai. député, ministre, président du Conseil général de la Loire. C'est vrai. Ici, on est en zone agricole. Ils ont voté pour un socialiste. Ah, complètement. Un socialiste, un militant de gauche dans l'agriculture, la Confédération paysanne. Les gens qui m'ont élu, qui ont voté pour moi, savaient qui j'étais. La gauche paysanne. La gauche paysanne. Moi, je suis issu d'une famille modeste, très modeste. Je voulais faire paysan. J'ai arrêté l'école à 14 ans. Ah oui. Après, j'étais ouvrier dans le bâtiment pendant 10 ans. Après, j'ai fait du commerce. Toujours, j'étais dans l'électricité, voilà. Vous êtes un vrai prolo. Voilà, un vrai prolo, au sens noble du terme. C'est aussi la démonstration que, même si quelquefois l'ascenseur social marche mal, moi, je pense pas que j'ai pris l'ascenseur. Moi, j'ai pris l'escalier social. Et du coup, c'est plus fatigant, quoi. Alors, vous étiez maire de Saint-Marcel et vous décidez de passer au mandat de sénateur, qui est quelque chose de, j'allais dire, plus lourd, qui vous coupe un petit peu des réalités du terrain, non? Ouais, j'ai eu la chance de croiser dans ma vie politique Jean-Claude Frécon, qui était sénateur. Et en 2015, il me dit, voilà, moi en 2017, je ne me représenterai pas, j'aurai 72 ou 13 ans. Si tu veux, tu peux être le candidat que je pourrais soutenir. C'est comme ça que... Vous y êtes allé? Et j'ai eu la chance d'être élu en septembre 2017. Aujourd'hui, je ne suis plus à Saint-Marcel, je suis 3 jours par semaine à Paris. Mais moi, j'ai pour habitude de dire que, en fait, je suis la relation de ceux qui n'en ont pas. En fait, voilà, c'est ça. En fait, quand on est paysan, je crois qu'on l'est tout le temps. Jean-Claude Tissot, je voudrais vous revoir sur le terrain. Avec plaisir. Voilà, Ok, hein, ça marche. et puis ensuite on continuera notre circuit dans cette belle Loire. J'ai la chance, nous avons la chance avec mon épouse d'avoir pu transmettre cette exploitation et qui marche bien, qui marche très bien, qui marche mieux. Bonjour. Bonjour. Salut Jean-Pierre. Très heureux. Bonjour Enchantée. Magali. Salut Magali. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Pierre. Ça va? Très bien. Voilà, je vous ai ramené le sénateur, il veut reprendre du service. Ah, avec plaisir. Ouais, je suis disponible 10 minutes. Je suis un peu, pas ému, mais quand même un peu, malgré tout. C'est une tranche de vie. C'est une tranche de vie, on est resté là 20 ans.
Quand on les a croisés, alors il y a eu un cheminement, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais on s'est dit, c'est peut-être l'opportunité de transmettre. Vous teniez à ce que cette ferme retrouve son sens. Tout à fait. Qu'elle tout à nourrisse fait. d'abord des agriculteurs, des Tout à fait, paysans, complètement. et qu'elle retrouve sa Complètement, fonction. Complètement, complètement. C'est un message politique, ça, quand même. C'est aussi, un vrai hein. message politique. Je suis très fier, d'ailleurs très très fier, parce que quand on parle d'agriculture, quand on parle de production, il y a aussi l'emploi. Moi, je travaillais tout seul sur la ferme. Eux, ils ont réussi le tour de force sur la même surface ou à quelques hectares Oui, près. oui, oui. Sur la même surface, ils ont 2 emplois. Sauf que vous avez rajouté un volet d'activité. Voilà, on a monté un atelier lait avec transformation fromagère. Ah oui. puisque- Oui, On peut aller voir les bêtes. bien sûr. Et puis là, on va aller lâcher les laitières qui vont partir au pâturage. Allez, on vous suit. Vous connaissez le chemin, monsieur le sénateur? Ah, pour le coup, là, ça, je me suis Allez, encore bien. on se fait guider. Hein, on se fait guider. Combien de têtes? On a une centaine de laitières, Pour combien d'hectares? 67. Le pastoralisme, ça c'est une belle... Ouais. On n'utilise plus ce terme, Si, si, si. plutôt en montagne, vous voyez. Oui, non, mais justement. Et on a une estive. Donc voilà, D'accord. Ah oui, beau troupeau. les laitières à gauche et les viandes à droite. Quelle race les brebis? Des lacounes. Ah, c'est des lacounes, Voilà, les comme à laitières Roquefort. sont, voilà, les laitières sont des lacounes. Hop. Voilà. Là, je le sors de la case d'agnelage, mais Quel âge il a? il doit avoir un jour ou deux, 2 jours. 2 jours, il a. La maman est inquiète, là. Oui, oui. C'est vraiment l'agneau qui vient de naître. Hein. Ouais. Allez, hop. Comme les bergers, comme ça. Voilà. Mais oui, mon chéri. Bah oui. Oui, la belle sa mère. Ouais. Allez, on rend maman, allez-y. Allez hop. Et en fait, quand on parle d'agnelage, la période des mises bas, On laisse parler le sénateur. pour que les agneaux retrouvent bien leur mère et l'inverse, on les met en case pendant un certain temps. Ben, ça permet aux agneaux de tout de suite téter, de prendre le colostrum. C'est un métier prenant quand même, avec quelquefois des épreuves ou des contraintes. Hein. C'est un métier, l'élevage, l'éleveur, c'est une vocation, c'est sacerdoce. C'est un sacerdoce parce que les brebis, il faut les traire comme les vaches, il faut les traire le matin, le soir. Les mises bas, nous, on faisait naître entre 7 et 800 agneaux par an. 7 et 800 agneaux par an, il faut être là du matin au soir. Et c'est la condition pour le faire, pour bien réussir. Et vous êtes dans cette dynamique-là. C'est beaucoup de temps, c'est super passionnant, mais c'est aussi quelquefois très angoissant. Quelle était votre précédente activité agricole avant de venir faire de la brebis? On était en production laitière, vache laitière, Ah, dans le ça, sud-ouest. Dans le sud-ouest. Vous en viviez ou... Non. Non. Pour être franc, non. Donc vous faisiez partie de ces milliers d'éleveurs laitiers qui étaient à la limite de la détresse ou... On peut le dire, ouais, on était mal, on était pas bien parce qu'on avait, comme tout le monde, des dettes. Et la priorité, c'était de rembourser ce qu'on devait. Et donc, un paysan décide d'aller vers la politique et libère un espace qui va devenir disponible. Activité en couple, chacun se répartit les tâches de façon très précise. Ma femme s'occupe de tout ce qui est transformation et commercialisation. Et puis donc moi je m'occupe principalement du troupeau, sachant qu'on peut se remplacer à tout moment. On est polyvalent. Vous êtes polyvalent. Je sais traire, il sait mouler, donc. Mais il y a toujours une brebis favorite. Toujours. Hein, Magali, qui Oui. je suis sûr qu'il a ses chouchoutes. Bien sûr. Et puis il y a toujours la brebis galeuse. Mais en politique aussi. Il y a les grandes gueules, Oui. il y a ceux qui disent jamais rien, il y a les opportunistes, il y a Les meneurs. Ceux qui restent à les frondeurs, ceux les qui sont un peu frondeurs, à ils côté sont de du la barrière. troupeau. hors limite. C'est assez similaire. C'est similaire. Comme qu'est-ce qu'elles font? Elles vont passer par là? Elles y vont franchement, hein? Oui. C'est pas qu'elles connaissent Jean-Pierre. Mon âme d'éleveur revient tout de suite à vif dès que je vois des brebis passer comme ça. Voyez à côté de quoi vous êtes passé? Ah non, alors pour le coup, il faut connaître les limites de ses compétences. Et là, je ne sais pas faire du fromage. Monsieur le sénateur, je vous offre un petit bouchon Merci. pour votre ancienne exploitation. Qu'est-ce que c'est bon? Mais c'est normal que ça soit bon. Vous avez vu comment ça se passe? Je sais bien, oui. J'étais C'est le premier beau, témoin, même. ils sont gentils, Magali est jolie, et puis bon. Et ils ont succédé à quelqu'un de très bien, donc toutes les conditions étaient réunies pour faire un très bon fromage. Dites-moi, Magali, quand vous étiez en Haute-Garonne, le troupeau de vaches laitières, vous faisiez pas de fromage. Non, Ça, vous avez dû apprendre à le faire alors? tout à fait. Je suis repartie à l'école, Où ça? à Poligny. Dans le Jura? Oui, très bonne école où on apprend de très bons process. Alors moi, j'adore les yaourts. Ah, Attention. Hein. ah attention, La j'attends. dégustation est religieuse. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est même très bien. Merci. Ah non, c'est réussi, parce que c'est pas facile, le yaourt. Ah, c'est le bonheur. Et maintenant, regardez, on les voit les brebis. Ah oui, elles sont là, voyez. Niveau produit laitier, top. Yaourt excellent, Merci. bon fromage. Approuvé par Monsieur Légas. Oula! Là-dedans, j'ai quoi en volume? Un Morceau demi-agneau, voilà. demi-agneau. Un demi-agneau, on fait tout ça. C'est une production très locale, maîtrisée, amont, aval. C'est exactement l'agriculture qu'on peut ou qu'on doit
défendre. Et puis le gigot. Ah, je pense qu'on va lui faire un sort à ce gigot, monsieur le sénateur. Avec plaisir, avec plaisir. Hein? On se retrouve ce soir? À ce soir. Monsieur le sénateur, puisqu'on est dans la viande fraîche, je voudrais que vous m'accompagniez dans un endroit qui est les terrasses de Darley. Vous connaissez peut-être la maison de Culty de réputation? De réputation, oui. C'est Gaëtan de Culty qui va nous recevoir. On monte dans les monts du Pilat, c'est ça? C'est ça, c'est En ça. altitude. Au pied des monts du Pilat, oui. Bonjour messieurs, Bonjour. monsieur le sénateur, enchanté. Bonjour. Bien, Nicolas, les gars, très heureux. Bonjour, enchanté. Ah, je suis très content d'être venu jusqu'ici parce que moi je goûte vos produits en région parisienne. Et là je mets un nom sur un lieu et un personnage. C'est une affaire familiale, ancestrale, qui dure depuis un peu plus de 200 ans. Combien de générations? Moi je suis la 5e génération et je travaille avec mes deux cousins. Enracinement et transmission. Exactement. On est en plein dans l'émission. Parfait. Allez, on vous Bienvenue suit. à la maison. Voilà. Tellement glorieux. Et Je vous invite à me suivre? Allez, avec plaisir. Allez-y. Alors là, nous nous trouvons dans l'atelier. alors voilà, ah mais c'est la matière première ici. Exactement. Là, c'est le démarrage de la recette. C'est bien du cochon donc, finalement. En effet. Ah non mais c'est rassurant de voir ça. À l'état pur. Ça c'est un morceau de viande qu'on pourrait cuire éventuellement. Ah ben bien entendu, c'est de l'épaule de porc. C'est de l'épaule de porc. C'est du muscle de très grande qualité. C'est région Rhône-Alpes-Auvergne. Et en termes de volume, en nombre de porcs abattus ou que vous avez découpé? Vous passez combien de Nous, on passe 10 tonnes de viande par semaine. 10 tonnes de cochon par semaine. Ouais. Ah ouais. Frais, hein. Frais. Ça fait Frais. 5 tonnes et demie de sec. Aujourd'hui, on travaille vraiment pour se rapprocher des éleveurs et des producteurs en direct pour, entre guillemets, maîtriser la filière. Enfin, avoir un partenariat gagnant-gagnant avec le monde agricole et nous, la production. Nous, en fait, on se donne une limite à 150 km autour de... L'arrière-grand-père prenait ses cochons où? Ici dans la vallée, je suis sûr. Bah oui, bien sûr. Il y en avait partout. Bien sûr. Étape suivante. Alors, on va escaloper cette préparation-là avec cette machine. On va couper la viande et le gras en lamelles bien fines. Ce qui va nous permettre d'avoir une bonne répartition Ah oui, ça du tranche gras en et du lamelles. maigre. Voilà. Alors ça, le grand-père faisait à la main. Bien sûr, Et là, c'est la machine qui le fait. bien sûr. Dites-moi, faut pas tomber dedans. Là, vous vous rendez compte si on tombait là-dedans, vous et moi? C'est bon. On passe pas. nous. On passe pas. Je pense qu'il y a des sécurités. Et ensuite, 5 générations. phase de repos, phase de levain pour donner le goût au produit. Regardez. Déjà là, ouais, carrément. Ouais. On sent un petit peu l'ail, on sent un petit peu le poivre. Ça, c'est le futur saucisson. Ça, c'est le futur saucisson. Le secret de la maison, il réside dans cette barre de bois. C'est un bâton qui va suspendre les produits, mais il a une importance entre guillemets technologique parce que c'est le support de la flore sauvage qui vit dans notre environnement et vit grâce à la présence de bois. Vous voulez me dire que si on n'utilise pas cette variété de pain pour faire ce bâton, si c'était une barre métallique ou en plastique, le saucisson n'aurait pas le même goût. Exactement. C'est pas l'essence de bois qui est importante, c'est le fait que ça soit naturel. Qu'est-ce que ça vous inspire? Tradition française préservée, perpétuée, Oui. transmise. Ça me rassure en fait. C'est la démonstration qu'on est capable de le faire. Pour peu qu'il y ait une volonté politique Et bien un peu sûr, de courage. et commerciale, parce que j'imagine que vous pourriez acheter des cochons moins chers ailleurs, que vous pourriez acheter des boyaux moins chers ailleurs, C'est tout le et problème. etc. Mais vous avez cette, j'allais dire presque cette éthique. Il faut avoir beaucoup de conviction. C'est pour maintenir ça. Gaëtan, une fois que c'est ficelé le saucisson, où est-ce qu'il va? La salle d'étuve pour lancer la fermentation. Ah oui. Là, ça sent le cochon, quoi. Hein. Ouais. Ouais. Ah oui, d'accord. Il y a un petit parfum, hein, un petit parfum intestinal. Il faut que la viande fasse connaissance avec le boyau, que chacun prenne un peu sa forme. Ici, c'est une partie différente de l'intestin grêle. C'est ce qu'on appelle nos mini-Jésus. Petit Jésus. Petit Jésus. Ah oui, mais en effet, il y a du saucisson. Hein. Ah ben en effet. Oui. Eh bien là, c'est le début de l'affinage. Tous les modèles. Et tous les modèles. Toutes les variétés Toutes les différentes. tailles. Un peu l'échantillon de tout ce qu'on produit. Combien de saucissons par étape, là, ici? 200 pièces environ dans un chariot. Je vous fais visiter un peu le coffre-fort de la maison. Hein. Ouais, c'est vrai. Oula. Donnez-nous pas le code, parce que... Voici Stéphane Ducultier, mon cousin, qui est le maître affineur de la maison. Il accompagne la nature pour signer le produit. C'est le temps qui fait le saucisson, c'est la patience. C'est la fleur, elle vient toute seule, elle apparaît sur le produit au bout de 8 jours et elle se construit tout au long du process.
et on n'intervient absolument pas. C'est-à-dire l'exact contraire de ce que veut l'industrie, qui veut gagner du temps pour faire de l'argent plus facilement. Vous êtes dans la logique totalement opposée. Ça, c'est une éthique, là. C'est une véritable éthique. Parce que notre objectif, c'est le goût. On accepte de laisser cette moisissure parce que c'est elle qui va donner le goût. Elle est un petit peu bleue ou je rêve? Elle est bleue, c'est la signature du Roquefort. On les sent encore un peu... Ah, c'est pas sec. C'est pas sec. Donc, Pénicillium, Roquefort. la même qu'on a sur le Roquefort. Exactement. Le parfum du produit vous raconte beaucoup de choses. En fait, en faisant ce travail-là, vous faites le même travail que les gens qui font un fromage fermier, qu'on tourne, la fourme. Exactement. C'est exactement le ça, même quoi. métier. On le touche, on range, vous changez de place. Monsieur le sénateur, vous venez de donner là l'exacte définition du goût de la France. C'est une civilisation sensorielle, chacun à son échelle, mais la gestuelle est la même, la passion est la même, et c'est jamais que le reflet d'un paysage. Voilà. Ici, c'est la gueule de l'endroit. Et les tripes du bonhomme qui les ont fait. C'est ça la définition de l'appellation d'origine. Moi, je suis bluffé, là. On n'y a toujours pas goûté, je vous signale, pour l'instant. Dans les tubes, tout à l'heure, on avait les Jésus et les saucissons. Ça, c'est le saucisson... Non, mais je veux dire, ça vaut un bouquet de fleurs. En tout cas, la couleur, déjà, ressemble La beauté du au rose. saucisson qu'on avait chez nous, quoi. Enfin, c'est notre saucisson, ça, en fait. Hein. Ça me fait plaisir ce que vous dites, Ah non, mais monsieur le vraiment, sénateur. voilà. L'objectif, c'est juste de conserver la viande avant de faire un bon produit qui sent bon. Bien sûr. C'est les Romains de la Rome antique qui ont inventé ça. Les pièces de porc séché existaient il y a 2000 ans. Moi, j'aime bien la fermeté, la dureté, là. Longueur en bouche, moelleux, persistance, et puis finesse des arômes, surtout. Gaëtan, est-ce qu'il est possible, justement, d'aller voir un éleveur de porc? Oh bah avec grand plaisir. On peut aller voir quelqu'un dans la région avec lequel on travaille, ouais. Allez, avec plaisir. Pour être sûr que le cochon vient bien du pays, mais ça, on n'en doutait pas. Bon, à votre santé, messieurs. Au cochon du Pilat. Bonjour Rémi. Ça va? Ça va et vous? Très bien, Bonjour, merci. Oui, Rémi, on voulait voir avec le sénateur, on voulait être sûr que quand Gaëtan nous fait goûter du saucisson, ça vient bien de cochons qui sont dans la nature, dans la campagne. Pas de Et c'est le Chine, cas de le c'est ça dire. Ah, pas de Chine. Pas de Chine, voilà. Alors quel est le principe? Rémi élève, il engraisse. On met en pension chez Rémi des porcelets. Lui, il s'occupe de tout l'élevage. Il amène le maximum de soins à ses animaux qui vivent heureux. Voilà. Hein, c'est ça l'objectif. Voilà. Qui voient la lumière du jour tous les jours. Combien de temps vous les gardez ici? 5 et 6 mois. Et ensuite, à Et l'abattoir. ensuite à l'abattoir, ouais. D'accord. Ils naissent où? Ils naissent sur les plateaux de la Haute-Loire à Ah oui. quelques kilomètres d'ici. Donc on reste vraiment sur un territoire de proximité, quoi. Moi, sans mettre les pieds dans le plat, mais vous prenez les risques financiers d'investissement, et les cochons sont à vous, etc. Mais le paysan, comment il s'y retrouve, c'est toujours le souci qu'on peut avoir. Et moi, en tant que politique, je suis attentif à ce que tous les acteurs, tous les maillons de la chaîne s'y retrouvent, quoi. C'est exactement l'état d'esprit, en fait. C'est que l'ensemble de la filière s'y retrouve et qu'on puisse développer un partenariat à long terme gagnant-gagnant. Enfin, voilà. Mais Bon, en tout cas, c'est pas du cochon chinois. On est en France, on est dans la Loire, et on est quand même en relative proximité. Le principal, c'est qu'on est du saucisson français, élevé, produit, transformé et dégusté dans de bonnes conditions. Bon, messieurs, merci. Et maintenant, nous allons aller avec le sénateur voir la fameuse fourme de Montbrison avec la productrice Catherine Griot, qui est la seule à produire de la fourme de Montbrison en agriculture biologique. Messieurs, merci, au revoir. Au revoir. À très bientôt, Rémi. Au revoir, Gaëtan. merci Perico. Ah, ils sont contents, là. C'est ici, vous croyez? Bonjour. Bonjour. On est bien chez Catherine Griot? Oui, bonjour. Bonjour. Jean-Claude Tissot. Enchanté. Donc ici, c'est votre sanctuaire. C'est ici que vous êtes en pleine élaboration, là? On est en train de démoler les fourmes Bon. pour pouvoir les mettre sur chenaux pour que les goûtages continuent. Alors là, on est en fleur de montagne, mais printemps, et les vaches vont monter un peu plus haut.
Voilà. À l'estive, À l'estive. l'alpage dans les Alpes. Alors je précise que l'estive, c'est la période, comme son nom l'indique, estivale, où les vaches sont en pâturage sur les hauteurs, la flore n'étant pas la même, elle a plus de parfum, elle a plus de richesse, le lait est évidemment différent, en conséquence de quoi les fromages ont plus d'arômes, plus de parfum. Hein, c'est ça l'estive et c'est important pour vous. Voilà, et c'est vraiment bien dit. Si le lait n'est pas de bonne qualité, derrière, on ne peut pas remodifier tout ça. C'est le lait au départ. Et d'où l'intérêt de la sauvegarde des territoires, c'est pas non plus pour faire des musées, quoi. Hein. C'est justement pour que garder une flore différente, on pourrait trouver en plus basse altitude, et justement pour améliorer le produit. Voilà. Alors, où elle en est aujourd'hui, cette fourbe de Montbrison? Combien de producteurs? On est resté à 4 assez longtemps. Et puis, bonne nouvelle, 2 fermiers viennent de rejoindre l'appellation. Mais en agriculture biologique. Effectivement, nous sommes labellisés AB, mais nous sommes aussi labellisés Nature et Progrès. Et c'est vrai qu'on se retrouve sur le marché avec un produit sans rien cacher qui est à 17,90 € le kilo. On a la clientèle qui comprend tout à fait que ça permet aussi à nous de vivre, mais aussi aux producteurs de lait. Il faut faire preuve de pédagogie dans le cadre de la loi Egalim, dont on a parlé longtemps l'année dernière au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Le souci de cette loi, c'était comment on garantit un revenu aux producteurs de lait. Moi, vraiment, je me bats pour ça, pour que, bien sûr, il faut que tout le monde vive, mais celui qui prend des gros risques, il faut qu'il gagne sa vie. Et aujourd'hui, on a beaucoup trop, enfin, vous savez mieux que moi, aussi bien que moi, de producteurs de lait qui crèvent de faim, quoi. Et ça, c'est fondamental que le citoyen comprenne que la qualité, il y a une plus-value, il faut la payer et que ça fait du bien à tout le monde, à commencer par eux. Complètement. Merci de dire ça. Vraiment, là, il faut vraiment insister. Et si on veut défendre un territoire, s'il y a une AOP, justement, qui est là-dessus, l'AOP, elle devrait être là pour appuyer tout ça. Alors, où est-ce qu'elle est, cette fameuse fourbe? Alors... Rentrez. Combien il y a de litres de lait pour faire un fromage de cette taille? Pour faire un fromage de cette taille, il en faut 25 litres, quoi. Elle fait presque 3 kilos. Ça veut dire qu'on a perdu... il reste 10% de la matière première, entre guillemets, quoi. C'est pour ça que c'est un fromage passion. C'est pas un fromage qu'on fait pour la rentabilité. Alors, pour démouler, c'est facile. Il faut attraper le moule et soulever. Et ça se démoule. Ça va se descendre. Et voilà. En effet. Mais c'est solide, ça se tient bien quand même. Bien dans la suite de l'autre. Et voilà, et poser l'une contre l'autre. Voilà. Il y a d'abord une petite croûte un peu orangée. D'ailleurs, on dirait des lingots. Oui. C'est un trésor agricole, c'est un trésor rural, c'est un trésor culturel surtout. C'est un patrimoine, un vrai patrimoine. Et c'est des gens comme vous qui peuvent faire gagner leur vie aux paysans de façon correcte. Et il en faudrait 10, 15, 20 comme vous. Parce qu'il y a le marché. Donc comment on s'organise pour que sur la montagne, ou même ici, comment on s'organise pour que ce soit plus facile à faire? À mon avis, ce n'est pas la technique, le facteur limitant. Le facteur limitant, il est législatif. Il faut peut-être repenser le système libéral. Il faut repenser le système libéral et il faut repenser la fabrique du prix. Vu votre étiquette politique, c'est un propos cohérent. Oui, merci, ça me rassure. Tous les sénateurs... Est-ce qu'on peut goûter à cette merveille? On va aller goûter ça. Et on retrouve ce bleu unique. Les trous de piquage. C'est toujours le moment religieux. Il y a quand même du nez. Allez-y, Jean-Claude. C'est sûr. On reste sur du très doux, on reste sur une légère amertume que moi j'apprécie. Et vous avez l'air de 2 moines tibétains qui préservaient quelque chose de sacré pour le transmettre aux générations futures. Vous avez du mérite de vous battre. Monsieur le sénateur, on va peut-être emporter un petit peu de fourme, un petit peu oui, bien sûr. Pour le dîner de ce soir. Mais qui dit fourme de Montbrison dans le département de la Loire, il y a peut-être un petit vin à boire avec. Oui, même dans la Loire, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il n'y a pas que des petits vins, il y a des grands vins. Ouais. On va descendre dans le sud du département, chez Anne et Pierre-André de Plaude. Vous allez voir, à Tartaras, et je vous en dis pas plus. Merci de nous avoir reçus. Merci infiniment. Merci. Nous sommes très contents de vous Et en avoir. tout cas, à très bientôt. Bonjour. Ah, vous faites ce qu'on appelle les gourmandages en Val-de-Loire. C'est une tâche fastidieuse, je le sais. Hein. Alors Jean-Claude Tissot, on dit les vins de la Loire, mais tout le monde pense à ce qui se passe du côté de la Touraine et de l'Anjou. Mais on oublie qu'il y a des vins de la Loire dans le département de la Loire. Ah, c'est ça, c'est des vins du département de la Loire. Du département de la Loire. Ouais. Ça donne des vins à forte personnalité comme vous, si je comprends bien. Ah bah on essaye, c'est le jeu. Ici, quelle a été votre démarche? C'est une démarche
écologique, environnementale, de recréer ce vignoble dans des contextes qui sont respectueux de la nature? Oui, et puis c'est une démarche aussi économique. Il y a une quinzaine d'années, on avait des vaches laitières. Le prix du lait se cassait la figure, donc il a fallu repenser le modèle de développement. Et donc la viticulture par rapport au contexte qui était celui de notre climat, de notre sol, était la production qui nous a semblé la plus pertinente. Dans une démarche un petit peu d'agriculture paysanne, en vente directe, du coup produit qualité, à préservation de l'environnement. Donc on est passé en bio dans la foulée, en biodynamie aussi. Et voilà, là, ça prend de l'essor. Donc c'est une affaire qui tourne. Voilà, on a pu montrer que c'était possible de vivre, de relancer le vignoble et d'en vivre. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on sait aujourd'hui les systèmes qui marchent et ceux qui ne marchent pas. C'est pour ça qu'on ne veut pas dépendre des banques, on ne veut pas dépendre d'investisseurs. On veut voilà, une vraie liberté. La chance qu'on a, c'est qu'avec le produit qu'on fait, il y a vraiment des valeurs d'échange, de partage. Et on est toujours ravis quand les gens nous disent qu'ils apprécient le vin qu'on produit. Mais peut-être pourrait-on le déguster? Avec plaisir. Pierre-André va vous faire découvrir un petit visite de cave et puis vous faire la dégustation. Puis je vous rejoindrai tout à l'heure. Vous pouvez rentrer. Merci. Merci bien. Alors on va goûter un 2017. Très bien. Marsanne. Marsanne, là, ouais. Là, c'est 100% Marsanne. Donc Marsanne, cépage de la vallée du Rhône Nord. Bon, ça, c'est pas filtré, ouais. Alors, la vie des... Nous ne sommes pas les plus malheureux, monsieur le sénateur, de pouvoir déguster dans des endroits improbables, au cœur de la Loire. Moi, j'en doutais pas. Entre Forêt et Pilat, voilà, il y a des fous furieux qui font un vin merveilleux. En tout cas, moi, je suis très heureux d'avoir pu vous faire découvrir ces cépages et du coup, ce vin. Je suis très, très heureux de vous avoir... Et le partage que ça implique. Et le partage. Et le sens du partage et de la convivialité que ça implique. Tout à fait. Je pense qu'on peut en emporter une bouteille pour notre souper de ce soir. On va en prendre deux. On va en prendre deux parce qu'une de rouve aussi. Hein. Voilà. Merci Pierre-André. Et bravo. Merci. Bon ben voilà, bienvenue à la maison. On voit presque à 180 degrés. Donc ça va. Quand j'arrive de Paris, je viens ici, là. Et là, je suis chez moi. Donc, vous gardez les pieds dans la terre quand même. Ah oui, oui, oui. On va dîner? On va dîner. Allez, c'est avec plaisir. Messieurs, dames. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Ah, belle pièce. C'est un gigot félinois? Oui. De la ferme Les Pins qui dansent? Ben, on était tout à l'heure. Voilà. Vos successeurs. Et c'est Magali qui l'a cuisiné. C'est un agneau de 2 ou 3 heures, hein, on est d'accord? Oui. Une recette locale. Voilà, exactement. Avec de l'ail frais. Oui, ça. Ça, c'est un autre débat. C'est pour moi. Et puis ça, c'est la souris. C'est pour vous. Merci. Voilà, on va déjà mettre ça. Et voilà, le gigot. Des Pins qui dansent. D'un certain temps de cuisson. Voilà. Il y a une synergie de terroir entre Tartaras et Saint-Marcel à travers le pinot noir et l'agneau. Belle rencontre. Tout à fait. On sent qu'il y a une amitié entre nos deux communes. Tout à fait. Jean-Claude Tissot, avons-nous tous bien conscience autour de cette table que ce sont des trésors pour moi, hein. Tout ça est fragile et peut un jour disparaître ou... Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que les responsabilités que nous avons les uns et les autres ici, la vôtre, parce que d'informer, et la mienne, de légiférer, de contrôler, on a tous un rôle important, oui. Si, d'aventure, demain, le président de la République décide de vous confier le ministère de l'Agriculture, quelle serait votre première mesure? Le plus urgent, je pense que la mesure, elle est écologique, environnementale. Ben, il y en a une dont tout le monde parle, cette histoire de glyphosate. Hein, pourquoi attendre 3 ans? Je pense que ça, je serais assez ferme là-dessus. Et si j'étais ministre, comment j'encourage l'agriculture, les agriculteurs, les paysans à s'affranchir de ces produits-là? Donc il faut... C'est des cours d'agroécologie, c'est des cours de bio qu'il faut relancer. Il faut retravailler sur le programme scolaire agricole. C'est vraiment là, il faut recommencer en bas de l'échelle. Bien, bien. Et la rétribution des agriculteurs? Moi, je pense qu'il faut travailler sur, bien sûr, la rémunération du produit, c'est évident, mais aussi quand un paysan capte du carbone sur sa ferme,
comment on le rémunère? Parce qu'en fait, finalement, il rend service. Bien sûr. Donc, il ne rend pas service qu'en produisant de l'agriculture, qu'en produisant de l'alimentation. C'est d'utilité publique. Planétaire. Voilà, planétaire. Moi, je pense vraiment qu'il faut qu'on s'oriente vers cette réflexion pour qu'on puisse rémunérer à terme les paysans pour ce service rendu. Jean-Claude Tissot, merci de m'avoir accompagné toute cette journée. C'était un vrai plaisir. On est à travers ce beau territoire, la rencontre de ces gens, ces hommes et de ces femmes qui se battent pour préserver un patrimoine et dont certains sont aujourd'hui autour de la table. Et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir au War pour m'assurer que tout ça va bien dans le bon sens. Vous serez toujours le bienvenu. Quant à vous, je nous donne rendez-vous pour un prochain Manger, c'est voter. Nous irons voir d'autres contrées, d'autres départements, avec des gens certainement aussi passionnés et aussi impliqués. Ce sera sur Public Sénat. À très bientôt, merci. Public Sénat, avec le soutien de Fleury Michon et du groupe Casino, vous a présenté Manger, c'est voter.